Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État auprès du Président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Monsieur les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole en ce jour qui voit la venue du rapport final de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, la CONARE, ainsi que du fichier unique consolidé des victimes. Excellence, Monsieur le Président de la République, la mission à nous confier était à la fois noble et difficile. Bien souvent, la noblesse rime avec les difficultés. Face aux difficultés se trouve la patience, et dans la patience, il y a la compréhension. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant de vous présenter les résultats de nos activités et les recommandations y afférentes, il convient de vous exposer le mode opératoire qui a permis d'aboutir à un fichier unique consolidé des victimes des crises survenues dans notre pays. Le mode opératoire. L'élaboration du fichier unique consolidé est un processus qui s'est déroulé en 3 grandes étapes, à savoir le recensement des victimes non recensées et de leurs ayants droit, la collecte et la saisie des fichiers, ainsi que la vérification des dossiers. Le recensement. Il s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire ivoirien en 3 phases, du 18 mai au 30 juin 2015, du 16 septembre au 7 octobre 2015, et du 10 novembre au 10 décembre 2015. Au terme de ces 3 phases d'audition, le bilan est de 130 560 personnes auditionnées. La collecte et la saisie des fichiers. La méthode de travail a consisté, dans un premier temps, à procéder à un inventaire de tous les documents et fichiers comportant les noms des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011. Ils proviennent de diverses sources. Ex-CDBR, organismes et structures étatiques et para-étatiques, organismes privés, ONG, organisations internationales et ex-direction des victimes de guerre. Les dossiers sont saisis et intégrés dans la base de données de la CONARE. Les violations constatées à l'occasion de l'examen des fichiers de victimes et ayant droit de victimes peuvent être regroupées en 2 grandes catégories. Première catégorie, les violations graves touchant à l'intégrité physique des victimes, à savoir meurtre, coups et blessures graves, viol, torture et enlèvement, traitement cruel, inhumain et dégradant. Deuxième catégorie, les violations économiques et psychologiques, à savoir les destructions, pillages et pertes de biens, matériels et économiques et les traumatismes psychologiques. L'examen des fichiers des victimes avant saisie révèle que la première catégorie des violations concerne en moyenne 20% des victimes des crises ivoiriennes et la seconde catégorie des violations concerne 80%. La vérification. La cellule de vérification a eu pour mission d'examiner la validité des dossiers des victimes
est d'établir la typologie des violations, l'éligibilité des requérantes et requérants à la qualité de victime ou d'ayant droit a nécessité en effet le contrôle préalable de la fiabilité de leur déclaration et des pièces justificatives produites au soutien de leur déposition. Le mode opératoire utilisé par la cellule de vérification se décline en 3 étapes qui sont respectivement la vérification documentaire, la vérification par appel téléphonique et l'enquête de terrain. La vérification documentaire a consisté pour le vérificateur à examiner les champs du formulaire dans l'ordre suivant: l'identité du requérant, la période du préjudice, la qualité de la victime ou ayant droit au témoin, la qualification du préjudice et les circonstances du préjudice. Les critères de validation sont au nombre de 3. Les dossiers avec pièces jointes authentiques, le témoignage d'une autorité religieuse ou coutumière, les ordres de grave violation de droits humains. Ce dernier critère tient compte du contexte de tueries massives survenues dans certaines zones à des périodes bien déterminées. Les dossiers non validés sont soit définitivement rejetés, soit reversés à l'étape suivante de vérification par appel téléphonique. La vérification par appel téléphonique a consisté à confronter les récits des dépositions au dire des victimes et ou des témoins. Les dossiers sont validés sur la base de 2 critères, à savoir la conformité des dires du requérant avec les déclarations faites lors de la déposition et la conformité des dires du témoin avec les déclarations faites par le requérant lors de la déposition. Quant à l'enquête sur le terrain, elle a consisté à aller à la rencontre des victimes pour rechercher les preuves classiques ou alternatives justificatives des préjudices déclarés. La mission s'est déroulée du 24 janvier au 7 février 2016 inclus, afin d'assurer une couverture suffisante du territoire national, une cartographie subdivisant le pays en 7. En 7 zones a été élaborée. À ce niveau, 3 critères de validation ont été retenus. Il s'agit de la validation sur la base des ordres de grave violation des droits humains, du témoignage d'un sachant, membre de l'équipe d'appui, ainsi que la qualité effective d'ayant droit de la victime déclarée dans les cas de meurtre ou de disparition. La validation est collégiale et intervient après délibération de l'équipe type en tenant compte des particularités du cas en présence. L'équipe type est composée comme suit: un membre de l'équipe de vérification de la CONARI, qui est le chef d'équipe à 20 ans, un point focal CONARI, un représentant de l'administration de notre pays, un représentant d'associations de victimes exerçant dans la zone d'enquête. Cette équipe type est soutenue par une équipe d'appui composée de personnes ressources. Il s'agit de personnes ayant vécu les crises et susceptibles de fournir des informations nécessaires et justes. Ce sont une autorité coutumière, une autorité religieuse, un chef de communauté, une représentante des associations de femmes, un représentant des associations de jeunes et de tout autre sachant. Présentation des résultats. Après le processus de tri et affinage sur 874
56 dossiers soumis à la cellule vérification, 36 954 dossiers ont été validés et 557, 102 dossiers ne l'ont pas été, soit un total de 36% des dossiers validés et 64% rejetés. Les raisons de la non-validation de dossiers. Plusieurs raisons sont à la base de la non-validation des 557 102 dossiers. Nous pouvons les regrouper en 5 principaux motifs. D'abord, il y a les doublons. Nous avons constaté que sur le nombre de dossiers, il y avait 38,9% de doublons. Les formulaires mal renseignés ou inexploitables, 2,1%. De nombreux formulaires sont mal renseignés et inexploitables, du fait d'un manque d'informations essentielles telles que le récit de la déposition, l'identité de la victime. Les cas de fraude, laissez attendre, M. le Président. 12,3%. De nombreux cas de fraude ont été relevés lors des différentes étapes de la vérification. En ce qui concerne la vérification documentaire, il s'agit de la falsification des pièces justificatives du préjudice alléguées par la victime. Pendant l'appel téléphonique, tout comme l'enquête de terrain, l'on a pu relever la non-concordance entre le récit de la déposition et les déclarations verbales de l'enquêteur. Pour l'enquête de terrain, il a été constaté que très souvent, les faits allégués par la victime lors de sa déposition étaient démentis par les témoins cités, chefs de communauté ou autres sachants. Victime ou témoin injoignable, 10,2%. Ce motif de non-validation a pu être relevé au niveau de l'appel téléphonique où l'on remarque que le numéro communiqué par la victime ou le témoin a été réattribué ou interrompu. La représentation des résultats des dossiers validés selon les typologies de préjudice. Violence basée sur le genre, 0,77%. Blessures graves, 8,45%. Meurtre et disparition, 6%. Destruction de biens, 84,78%. En plus de l'élaboration du fichier unique consolidé des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et conformément à l'ordonnance qui l'a créée, la CONARI a rédigé la politique nationale de réparation et proposé une grille d'indemnisation qui ont été validées par les experts internationaux, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'élimination des victimes, les ministères techniques, les associations de victimes et les ONG de défense des droits de l'homme à l'issue du colloque international qui s'est tenu du 2 au 4 mars 2016 à Grand Bassam. L'objectif visé était de définir les orientations stratégiques de la réparation, les mesures appropriées de mise en œuvre, ainsi que le cadre institutionnel. Par ailleurs, un avant-projet de loi relatif à la définition du statut et des formes de réparation pour les victimes de guerre accompagne le fichier unique consolidé. Recommandations. À l'issue du colloque international de Grand Bassam sur la politique de réparation, les recommandations suivantes ont été faites. Permettre la poursuite des enregistrements des audiences en vue de la prise en compte des exilés et des réfugiés. 2. Prévoir un mécanisme de consultation des listes de victimes et ouvrir une période pour les réclamations éventuelles. 3. Autoriser l'enregistrement des ayants droit de victimes décédées dont les corps ont été exhumés. 4. Instaurer
une journée de célébration du pardon. Mettre en place un fonds spécial pour l'expertise médicale distinct du fonds d'indemnisation, délivrer des cartes aux victimes, placer l'activité de suivi et évaluation de la politique de réparation sur le contrôle d'un comité consultatif, prévoir des taxes spéciales pour alimenter le fonds d'indemnisation, droit unique de sortie sur le cacao, les produits pétroliers, les frais de timbre sur les retraits et dépôts bancaires, prévoir la participation de 3 représentants, dont une femme, des associations de victimes dans le comité consultatif. Excellences, Monsieur le Président de la République, la remise de la liste consolidée et définitive des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et de la grille d'indemnisation subséquente assortie d'une politique de réparation traduit en fait votre volonté de vous acquitter de l'obligation de réparer les préjudices subis par les victimes des crises. Elle consacre également l'aboutissement des processus dont chacun des États s'est voulu inclusif et participatif. En effet, du recensement à la vérification sur le terrain, seul l'intérêt des victimes a prévalu, car la réparation, pilier fondamental de la justice conditionnelle, constitue une compensation pour les droits violés. Cependant, la réparation n'est qu'une étape du processus de réconciliation. Elle vise à soulager les victimes et à leur traduire la compassion de l'État. Cette étape, une fois entamée, il est du devoir de l'État de s'attaquer aux causes profondes des crises successives qui ont fragilisé le tissu social. Le malaise est profond et il convient à présent de mettre un accent particulier sur les initiatives en faveur de la réconciliation nationale. En effet, malgré une élection présidentielle apaisée et les nombreux efforts en faveur de la réconciliation, les poches de division demeurent. Les cœurs sont encore chargés de rancœur, de frustration, d'amertume et d'esprit de vengeance. Les liens sociaux se trouvent fragilisés par la non-adhésion de tous au processus de la réconciliation. Cela a été constaté à l'occasion des procès en cours, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à la Haye, ainsi que des conflits fonciers et des tensions au sein des partis politiques, mais aussi intercommunautaires. Il est temps de renforcer le dialogue, aussi bien au niveau communautaire que national, afin d'instaurer un moment de mobilisation, de réflexion et d'engagement de tous les acteurs de la société civile et de la sphère politique pour une réconciliation durable et effective. Le dialogue à tous les niveaux de la société ivoirienne est donc nécessaire pour aborder et traiter efficacement le mal à la racine et permettre ainsi au peuple ivoirien de se réapproprier son destin à travers le processus de réconciliation nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, et je voudrais terminer mon propos en me tournant vers notre Dieu Tout-Puissant, pour qu'il fasse résonner dans le cœur de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de ce pays cette prière, communément appelée prière de la paix de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette de l'amour. Là où il y a de l'offense, que
que je mette le pardon. Là où il y a de la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Excellent Monsieur le Président, je ne peux pas finir sans implorer la bénédiction de Dieu sur tous les habitants de ce pays et de demander à Dieu de bénir notre pays et de le protéger. Je vous remercie, monsieur.